présenter un homme surprenant. Mario Beaulieu, on le sait, a surpris beaucoup de gens. On pourrait même dire qu'il en a décousu au moins tout autant. En fait, il a bousculé et dérouté à peu près tout ce qu'il y avait de bonimenteurs médiatiques qui l'ont gardé surgir avec condescendance et dans beaucoup de cas même avec mépris. Il a aussi, il faut le reconnaître, dérouté un certain establishment un peu assoupi, beaucoup même assoupi, qui a eu le tort de, bien sûr, on pourrait dire, sur le plan d'ajout, de le sous-estimer, mais peut-être plus fondamentalement, de mal mesurer la profondeur du mouvement qui continue de travailler à la société québécoise. Quiconque le connaît sait jusqu'à quel point Mario Beaulieu est un redoutable militant, combatif, déterminé. Et c'est avec la force de conviction qu'on lui connaît, qui lui donne son élan, qu'il a non seulement mérité la confiance que les militants du Bloc lui ont accordée, mais qu'il a également entrepris un parcours dont la plus haute exigence est celle du marathonien. Et on ne peut, en ces matières, être marathonien que si on peut faire preuve d'une conviction à toute épreuve et d'une détermination qui va permettre de mobiliser les énergies requises pour non seulement réussir à triompher de l'inertie, mais aussi, lorsqu'il le faut, et lorsqu'il le faudra, frapper avec la vitesse de l'éclair. C'est en quelques semaines que Mario Beaulieu a rappelé à beaucoup de gérants d'estrade que l'idée d'indépendance n'est pas une idée légère, qu'on peut embrayer une idée pareille et mettre en route des puissances telluriques. Or, en matière de géologie, les mouvements de fond sont lents et pendant longtemps imperceptibles. Il n'en demeure pas moins de puissants vecteurs d'une énergie qui fabrique l'histoire. Capable de frapper avec la vitesse de l'éclair, mais aussi constant dans ses engagements, ceux qui l'auront connu et ceux qui vont le découvrir vont voir un homme dont le parcours est un parcours de droiture. C'est aussi un parcours en ligne droite. Un parcours en ligne droite dicté par un engagement indéfectible à l'égard de la langue française, de son statut de grand pôle de rassemblement de la nation. Et c'est parce qu'il sait que le français est fondateur, qu'il sait que le français est fédérateur, que depuis ses tout débuts, depuis ses premiers engagements au Parti québécois, il a été un partisan indéfectible de la ligne, non pas dure, mais de la ligne de la cohérence politique à l'endroit de notre langue nationale. Je l'ai connu personnellement au moment où il fallait réagir à quelque chose qui était gênant, affligeant à bien des égards, un certain discours du centaure qui allait ouvrir une période sombre dans notre destin politique et contre lequel Mario s'est érigé, au grand dam de bien des apparatchiks
et à l'exaspération certaine d'un certain Lucien. Il s'est battu avec d'autres. Et c'est parce qu'il s'est battu que ce combat a pu également s'étendre et se porter sur d'autres objets. On l'aura vu aussi mener une bataille féroce contre cette aberration désolante de la création des 2 super hôpitaux universitaires. À la SSUB, Mario aura déployé tous les efforts pour essayer de convaincre nos compatriotes que le gouvernement non seulement faisait fausse route, mais retournait contre nous, contre le destin de la nation, un instrument de puissance totalement démesurée. Les milliards que nous avons engloutis au McGill University Health Center, ces milliards non seulement cautionnent la dualisation du système de santé québécois, mais en plus, on nourrit des bandits qui doivent encore aujourd'hui rigoler et peu nous importe de savoir dans quelle langue ils se payent notre rêve. Bravo! Les deux choses sont une aberration que nous allons payer longtemps, qui va continuer à déstructurer et à pénaliser les vents du lac Saint-Jean, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, parce que, bien entendu, les ressources ne sont pas illimitées. Et quand on les concentre en faveur d'un privilège, ben, on crée inévitablement de l'injustice. Mario l'aura dit et redit sur toutes les tribunes. On n'aura pas réussi à convaincre pour l'instant qu'il faut revenir sur cette décision. Peut-être qu'à force de trouver des bandits dans l'entourage de ce projet, on finira par comprendre qu'il y a tout lieu de réorganiser, et ça sera une autre réforme, et non pas celle du Dr Barrett. Il y aura lieu de réorganiser les institutions. Nous avons besoin d'une institution phare dans le domaine de la santé, et ça ne peut pas être McGill ni lapidant. Il y a des limites à faire semblant de ne pas voir la réalité. Mario aura vite compris également que pour saisir les ressorts profonds de ce débat, il faut comprendre le rôle instituant, non seulement de la loi 101, mais de la cohérence institutionnelle qu'elle devait servir. Il est inutile d'avoir une loi si, dans son application, on laisse la dualisation du système fonctionner sous l'égide de la loi des langues officielles du Canada. Et il était donc tout naturel que Mario Beaulieu rejoigne le camp des militants pour le cégep français. Encore une fois, c'est au nom de l'intégration, au nom du français rassembleur, que cette bataille a été menée. Elle n'est pas gagnée, mais elle n'est pas encore perdue. Il faudra la faire et la refaire. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que le Québec n'a pas les moyens de dilapider non seulement les fonds publics, mais surtout les talents formés dans des institutions. Des talents qui vont, en raison de la mobilité continentale, subventionner les entreprises ontariennes avec une main-d'œuvre formée en anglais, avec des compétences développées pour s'intégrer dans les réseaux anglophones du continent. Cette bataille du cégep français, elle aura bien entendu débouché tout naturellement sur celle du mouvement Montréal français. Parce qu'on comprendra que cette aberration de conforter
des institutions anglaises qui n'ont aucune mesure avec le poids démographique de la communauté anglophone du Québec, ne sert qu'essentiellement à bilinguiser Montréal. Bilinguiser Montréal, on l'aura compris, c'est s'assurer que le français ne sera plus qu'une manifestation folklorique au fond du lac Saint-Laurent et quelque part en Gaspésie. Montréal français, il faudra le refaire. Et pourquoi il faudra le refaire? Il faudra le refaire parce qu'une évidence s'impose, déjà forte chez beaucoup de militants, mais encore loin d'être établie dans l'ensemble de la population, c'est que seule l'indépendance permettra de mettre le français véritablement au cœur de la vie institutionnelle du Québec. Rien absolument rien de ce que nous pouvons gagner à l'Assemblée nationale du Québec ne peut aspirer à quelque pérennité que ce soit dans le régime canadien. La loi 101 n'est plus qu'une coquille vide, un symbole qui est en passe de devenir toxique pour nous-mêmes. Le Canada, la raison d'État du Canada, n'a jamais cédé un millimètre. Le Québec ne peut pas être intégralement français dans le régime canadien. C'est donc pas étonnant qu'on trouve Mario au Bloc québécois. C'est cette constatation et cette nécessité qui s'impose à sa conviction qu'il faut reprendre l'initiative politique sur la question de l'indépendance. Reprendre l'initiative, ce n'est pas seulement s'afficher sans complexe comme étant indépendantiste, c'est surtout amener l'ensemble de nos concitoyens à comprendre que notre situation doit être abordée dans sa globalité, que nous ne pouvons pas nous comporter en schizophrènes insouciants. Tous les aspects de la vie québécoise sont déterminés par des contraintes que nous impose le régime fédéral. Ce discours, il faut non seulement le tenir, il faut s'en servir pour rehausser le niveau de compétence civique de tous nos concitoyens. Qu'il s'agisse du débat sur la survie d'un quai à Sainte-Flavie ou celui du financement des universités, dans tous les cas, un fil blanc, gros comme un câble à bateau, relie les éléments de la problématique. Ottawa nous fait chanter avec nos impôts. Il nous impose des débats qui sont non seulement artificiels, mais meurtriers pour nous. C'est insensé que le gouvernement du Québec soit encore à nous tenir le discours d'une politique d'austérité, quand on sait que les finances publiques de la province de Québec sont systématiquement déstabilisées par les décisions unilatérales d'Ottawa de réduire les paiements de transfert. Il y a quelque chose de déshonorant à entendre le premier ministre du Québec nous traiter de peuple d'assistés, et pis encore, d'assistés ingrats qui oseraient protester quand les cow-boys de Calgary veulent souiller notre fleuve. C'est l'initiative, donc, c'est apprendre à réunir des sujets que notre condition de minoritaire perpétuelle sépare. C'est réunir des questions et des réponses. Et là-dessus, c'est l'immense besoin qu'a entrepris de réussir Mario Beaulieu.
Je le connais. Je sais qu'il ne se fait aucune illusion sur l'ampleur de la tâche. C'est un travail colossal. C'est une responsabilité immensément lourde qu'il a accepté de porter. Et je suis très heureux de constater ce soir qu'avec tous les artisans de l'Action nationale, nous pouvons dire que nous ne le laisserons pas seul. C'est un homme surprenant, c'est vrai, mais l'histoire aussi peut nous surprendre. Personne ne sait à quelle vitesse les retournements peuvent survenir, et s'ils surviennent, ou plutôt quand ils surviendront, on pourra toujours dire qu'un homme surprenant y aura été pour quelque chose. Mesdames et messieurs, accueillons Mario. Merci. Après ça, il ne me reste pas grand-chose à dire. Tout d'abord, je veux saluer chaque militant, chaque personne ici qui donne de son temps et de son énergie pour notre cause, la cause de la liberté du peuple québécois. Merci à mes amis de cette indispensable, et je dirais même de cette vénérable institution qu'est l'Action nationale, Denis Monnière, le président de la Ligue, Robert Laplante, le directeur de la revue, au principal organisateur de la soirée, Christian Gagnon, avec qui je milite étroitement depuis presque 20 ans. Merci à toute l'équipe. Ce soir, je voudrais qu'on parle de l'avenir du mouvement indépendantiste et de la prochaine étape décisive, c'est-à-dire l'élection fédérale. Et vous ne serez pas surpris si je vous confie que, contrairement à ce que prétendent certains prophètes de malheur, j'ai acquis la conviction profonde qu'ensemble, nous saurons relever les défis qui nous guettent. Alors, mes amis, le mouvement indépendantiste est à un tournant, je devrais dire à un autre tournant, parce que nous en avons connu plusieurs. Nous avons souvent été donnés pour morts et nous avons toujours fait preuve de résilience et nous sommes toujours revenus plus forts que jamais. Mais depuis 1995, on nous entraîne dans des débats sur le comment faire l'indépendance plutôt que de débattre du pourquoi. Pourtant, nous ne sommes pas référendistes, nous sommes indépendantistes. Nous sommes indépendantistes parce que pour une nation, pour une collectivité, prendre ses décisions par elle-même, c'est essentiel à son plein développement, autant politique qu'économique, qu'environnemental, que culturel. Parce qu'il y a un état de trop et qu'il y a un coût à la dépendance politique à l'État fédéral. Les Québécoises et les Québécois forment un peuple, une nation avec son identité propre. Ça fait un large consensus au Québec. Ce qui fait de nous une nation unique, c'est notre culture, notre langue, notre histoire, notre patrimoine collectif, la structure de notre économie, notre système social, notre volonté de vivre ensemble, la conscience de notre spécificité, notre volonté de durer dans l'histoire. Et notre culture, notre langue commune n'est pas un facteur d'exclusion ou de fermeture. Tout au contraire, c'est ce qui nous permet d'être ouverts sur l'intérieur du Québec, c'est ce qui nous permet d'inclure les Québécoises et les Québécois de toute origine. C'est ce qui nous permet aussi d'être présents à la face du monde. Pierre Bourgault disait, quand nous défendons le français chez nous, nous défendons toutes les dents du monde contre l'hégémonie d'une seule. Notre combat, c'est celui de tous les peuples minoritaires à travers le monde qui luttent
pour leur autodétermination. C'est ce qui se passe en Écosse, c'est ce qui se passe en Catalogne. Une fois libres de notre subordination politique, ensemble, nous disposerons de tous les leviers pour assumer notre avenir collectif. Nous pourrons prendre notre place à la table des nations, dans les forums internationaux, pour faire entendre notre voix en concordance avec nos valeurs et notre spécificité. Alors les Québécoises et les Québécois pourront inspirer d'autres nations en quête d'un avenir meilleur, d'une planète verte et bleue, d'une diplomatie qui repose sur le dialogue et l'ouverture, d'une collaboration humaine, inclusive et respectueuse des autres démarches d'autodétermination. Ce que nous voulons, c'est une mondialisation équitable, une mondialisation qui va se faire dans le respect entre les nations. Nous sommes sans doute tous d'accord ici que pour réussir à augmenter l'appui à l'indépendance, il faut que le débat public porte sur les raisons pour lesquelles nous voulons faire du Québec un pays. Mais depuis 1995, une série d'activités éparpillées ont visé à diffuser l'argumentaire souverainiste. On pourra penser au comité de réflexion et d'action stratégique sur la souveraineté en 1989, à l'École nationale de la souveraineté, la saison des idées, l'ABC de la souveraineté, le colloque « J'aurais voté oui, mais j'étais trop petit », le congrès du Bloc québécois « Imaginons le Québec souverain ». Mais malgré toutes ces tentatives depuis 1995, quand les médias s'intéressent à la question nationale, à l'indépendance, c'est pour parler de la division sur le mode d'accession à la souveraineté, sur la date du référendum, la division au sein des partis ou des organisations indépendantistes. Plusieurs facteurs ont été évoqués pour expliquer nos difficultés à diffuser l'argumentaire indépendantiste dans les médias. Évidemment, la politique éditorialiste de certains médias a été évoquée. Mais il est certain que ces facteurs ne changeront pas. Nous devons renouveler nos modes d'intervention. Plusieurs pistes de solutions existent. Utiliser davantage les médias sociaux, développer nos propres médias. Nous avons par exemple Vigile, l'Action nationale, l'Autre Journal. Les jeunes de Cap sur l'indépendance et de la Société Saint-Jean-Baptiste tentent de développer une web télé. La mise en place d'une stratégie de convergence paraît essentielle. Il s'agit de rassembler toutes les forces indépendantistes, regrouper toutes les organisations pour entreprendre une campagne permanente de promotion de l'indépendance, une campagne de communication et sur le terrain qui vise l'ensemble de la population et non se parler entre nous, entre souverainistes. Depuis quelques années, des coalitions ont été formées dans la société civile dans cet objectif. Il y a eu le Conseil de la souveraineté, le Nouveau mouvement pour le Québec, le réseau Cap sur l'indépendance. Ils ont entrepris de larges consultations. Nous avons eu les États généraux de la souveraineté qui ont abouti au rassemblement Destination en septembre dernier, au lancement du rapport final des États généraux de la souveraineté sur les 92 blocages au développement du Québec dans le régime canadien, qui a été édité sous le titre « Forger notre avenir ». Le réseau Cap sur l'indépendance, qui regroupe une trentaine d'organismes indépendantistes, dont la plupart des comités de jeunes, a entrepris une campagne basée sur une méthode dont l'ex-ministre et grand militant Jean Garon, qui a fait une présentation ici même l'an dernier. Une méthode qu'il a dit infaillible pour faire l'indépendance. Une vieille méthode à la fois moderne qui a fait ses preuves. Et ça s'appelle le travail. C'est-à-dire le porte-à-porte, les assemblées de cuisine, aller directement à la rencontre de la population. Et c'est exactement ce que le réseau Cap sur l'indépendance s'apprête à faire
ce dimanche, le 26 octobre, une campagne nationale de porte-à-porte. Et j'ai eu la chance de voir la naissance de l'opération Bélier alors que j'étais à la Société Saint-Jean-Baptiste. Un groupe d'une douzaine de jeunes, tous âgés de moins de 25 ans, qui ont pris un été pour bâtir un argumentaire. Ils ont même fait une application mobile pour faire du pointage sur l'indépendance dans leur porte-à-porte. Et c'était vraiment très beau de les voir aller faire du porte-à-porte dans Westmount 2 fois par semaine. Et finalement, ils ont accepté ma suggestion d'aller peut-être en territoire un petit peu plus facile, un petit peu plus sympathisant. Et maintenant, dimanche prochain, le 26 octobre, il va y avoir une journée nationale de porte-à-porte avec des groupes qui vont faire du porte-à-porte dans la plupart des régions du Québec. Il y a aussi un programme national d'assemblée de cuisine qui a été mis en place au départ par le Parti Option nationale, qui regroupe essentiellement des jeunes. Vous savez, on a souvent dit récemment que les jeunes sont moins souverainistes, moins indépendantistes. Mais le dernier sondage disait qu'ils sont de 35 à 45 %, ce qui n'est pas si mal. Et pour la première fois dans l'histoire du Québec, il y a 5 générations d'indépendantistes. Alors je pense que c'est une force majeure. Il ne faut surtout pas baisser les bras, loin de là. Je pense que parallèlement à cela, tout est en place. Il ne suffit que de bouger. Il y a plusieurs milliers de militants et de militants indépendantistes. Si tout le monde bouge ensemble, c'est certain, nous allons gagner, nous allons pouvoir relancer le mouvement indépendantiste et finalement entreprendre une démarche qui va véritablement aboutir à un Québec fier et indépendant. La prochaine élection fédérale va être un marqueur de l'évolution du mouvement indépendantiste. Le Bloc québécois est le seul parti indépendantiste au palier fédéral. C'est le lieu tout désigné pour rassembler non seulement toutes les organisations indépendantistes, mais tous les indépendantistes de toute allégeance et de tous les partis. Déjà, on voit des militants de Québec solidaire, du Parti québécois, d'Option nationale, travailler au Bloc québécois dans un même objectif, faire du Québec un pays. Et les députés du Bloc québécois qui vont être élus vont être là à chaque jour pour expliquer que le gouvernement fédéral prend des décisions importantes à notre place. Si le Bloc québécois devient un parti reconnu à la Chambre des communes, cela donnera le signal que le mouvement indépendantiste est en nette progression. Les décisions qui sont prises à chaque jour au fédéral nous font reculer économiquement, culturellement, politiquement, socialement. Des décisions qui empêchent non seulement le Québec de bouger, mais qui empêchent le Québec de développer son expertise, son aptitude à exercer son pouvoir dans d'immenses champs de juridiction. J'ai été élu à la présidence du Bloc québécois avec un mandat très clair. Contribuer au déclenchement de cette campagne permanente de promotion de l'indépendance en alliance avec toutes les organisations de la société civile. Je pense que tous les indépendantistes ont intérêt à ce qu'on réussisse. À Ottawa, comme il a déjà été fait auparavant, et placé dans une stratégie globale, les députés vont démontrer que dans chaque dossier, il y a un coût à payer pour rester dans le système fédéral et la défense des intérêts nationaux du Québec et la promotion de l'indépendance, ce sont les deux côtés d'une même médaille. Les députés fédéraux sont les mieux placés pour expliquer qu'est-ce qu'on fait avec les 45 milliards qu'on envoie chaque année en impôts à Ottawa. L'ancien directeur de la recherche du Bloc québécois, Stéphane Gobeil, a écrit un livre extrêmement intéressant à ce niveau, qui s'appelle « Un gouvernement de trop ». Et ce qu'il a démontré, c'est que si le Québec voulait assumer tous les services fédéraux,
il a étudié ça à partir des comptes publics de chaque ministère, et en assumant tous les services fédéraux, y compris l'assurance chômage, les relations internationales, la défense, les pensions de vieillesse, on économiserait 2 milliards par année. Alors, quand on entend Philippe Couillard dire, comme Robert Laplante le disait tantôt, qu'on devrait accepter de laisser transiger le pétrole sale de l'Alberta par le Saint-Laurent parce qu'on bénéficie de 16 milliards de plus que ce qu'on donne comme impôt à chaque année. C'est vraiment de la foutaise. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est de l'argent emprunté. Le Canada, en 2010, quand Stéphane Gobeil a fait son étude, le Canada avait un déficit de 55 milliards, 56 milliards. Ça veut dire qu'il recevait 56 milliards de ce qu'il investissait. Au Québec, c'est la même chose. On reçoit plus que ce qu'on paye en impôts parce qu'on emprunte. Alors, Ottawa emprunte de l'argent en notre nom et essaie de nous faire croire que c'est un cadeau et qu'on est des cadeaux. Alors, dans chaque dossier, le coût de la dépendance au système fédéral est de plus en plus lourd. Les intérêts économiques du Canada sont différents de ceux du Québec. D'une part, l'économie du Canada est basée essentiellement sur le pétrole, sur l'industrie automobile. L'économie du Québec est basée beaucoup plus sur les énergies renouvelables, l'économie du savoir, l'industrie forestière. Et ce qu'on a vu, par exemple, lors de la crise économique, c'est un 13 milliards octroyé à l'industrie automobile en Ontario, mais seulement 70 millions pour l'industrie forestière du Québec. L'industrie forestière est en crise depuis 2002 et tout ce qu'on voit, c'est une suite de rendez-vous manqués. Nous sommes face à une industrie qui est en crise et en ce moment, on recule sans arrêt. Le gouvernement fédéral nous donne des arrachés. Alors, il faut, dans tous les dossiers, on l'a vu, bon, toute la question du pétrole. En ce moment, ce qu'on voit constamment, les provinces de l'Ouest ont refusé le passage du pétrole d'Alberta par l'Ouest. Les États-Unis ont refusé que ça passe au Sud. Et maintenant, on veut nous imposer un oléoduc qui va passer à travers le Saint-Laurent, qui est notre réserve d'eau potable pour 40% de la population, avec des retombées économiques marginales et des risques environnementaux inacceptables. Et en plus, on voulait installer un port pétrolier à Cacouna. Les océanographes nous disent que c'est le pire endroit qu'on aurait pu choisir pour établir un port pétrolier. Parce que l'écosystème est extrêmement fragile. C'est la pouponnière des belugas, comme on l'a entendu souvent. Et toute catastrophe, même au niveau économique, tout déversement irait directement sur l'île verte. Ça coûterait des milliards à récupérer, à dépolluer. Alors, on a voulu commencer les forages avant même que les études ne soient faites. Les études de l'Office national de l'énergie ne sont pas valables. Le dernier projet de loi Mammouth de M. Harper a modifié la structure du système de recherche de façon à ce que les études sont facilement manipulables. M. Mulcair a dénoncé ça pour le pétrole dans l'Ouest canadien. Quand il a été au Canadian Club de Toronto, il a dit qu'il appuierait pleinement le projet Énergie-Est vers le Québec. Et maintenant, ces députés essaient de nous faire croire qu'ils veulent un moratoire pour le port pétrolier de Cacouna. Et on dénonce ce double discours et c'est très difficile à faire accepter. Donc, disons, à faire sortir dans les médias. Alors, il faut continuer. Je pense que les députés du Bloc québécois, des députés indépendantistes au gouvernement fédéral, c'est essentiel. Parce que les députés du Bloc québécois sont entièrement voués à la défense des intérêts du Québec, alors que les députés libéraux conservateurs ou du néo-démocrate tentent de plaire à l'ensemble de l'électorat canadien. On a vu, par exemple, dans le cas de la subvention déguisée, de la garantie de prêt au projet Churchill Falls à Terre-Neuve, le NPD qui a dit que c'était un grand moment dans l'histoire du Canada, alors que l'Assemblée nationale du Québec avait voté à l'unanimité contre cette subvention-là à nos compétiteurs. L'hydroélectricité au Québec n'a jamais reçu aucune aide du gouvernement fédéral.
Alors, au niveau international, cela va jusqu'à remettre l'engagement d'Ottawa au titre de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité. On pourrait parler aussi du transport pétrolier par voie ferroviaire. Le gouvernement fédéral n'a tiré aucune leçon de la catastrophe du lac Mégantic. Maintenant, on permet à des super pétroliers de passer par Sorel, l'endroit le moins profond de la voie maritime du Saint-Laurent, sans qu'aucun plan d'urgence ne soit prévu. C'est un peu comme si on vous demandait d'acheter une maison chauffée au gaz naturel sans qu'il y ait de détecteur et sans que les pompiers ne sachent quoi faire en cas de feu. Alors, il faut que les députés du Bloc québécois soient là, nombreux, pour pouvoir expliquer dans chaque dossier que non seulement ils sont les mieux placés pour limiter les coûts à rester dans le système fédéral, mais qui sont là aussi pour expliquer en quoi il serait avantageux de récupérer tous nos leviers économiques, politiques, à tous les niveaux. On peut parler aussi du libre-échange avec l'Union européenne. On assiste en ce moment en spectateur à la négociation du libre-échange avec l'Union européenne. Près d'un an après l'annonce de ce traité, alors que le gouvernement fédéral a accordé une compensation de 280 millions de dollars aux pêcheurs de Terre-Neuve, la promesse d'indemniser les producteurs fromagers du Québec n'est toujours que du vent. On a vu aussi plus récemment, alors que Montréal, l'Association des banlieues, l'Union des municipalités du Québec ont toutes dénoncé les coupures du service postal à domicile. Le gouvernement fédéral a commencé à faire ces coupures-là, refuse d'envisager des solutions plus innovantes, comme par exemple avoir des services bancaires dans des bureaux de poste en région. C'est ce qui a sauvé le service postal public dans plusieurs pays. Mais on a un gouvernement fédéral qui refuse de faire ça. Il y a toute la question du déséquilibre fiscal qui refait surface. On modifie les transferts en santé de telle façon qu'on va causer des déficits au Québec et des surplus à Ottawa. Il y a une étude du Conference Board présentée au Conseil de la Fédération il n'y a pas si longtemps qui démontrait que d'ici 20 ans, les provinces auraient un déficit de 172 milliards, alors que le fédéral aurait un surplus de 109 milliards. Un écart de 281 milliards de dollars. Alors, c'est sûr que les députés les mieux placés pour contrer le déséquilibre fiscal, c'est les députés du Bloc québécois. Au moment où il y avait un grand nombre de députés du Bloc québécois, on a réussi à faire reconnaître le déséquilibre fiscal. Mais naturellement, la seule solution véritable pour contrer le déséquilibre fiscal, c'est l'indépendance du Québec. La liste est trop longue. Je pense que vous trouveriez la soirée très longue si j'énumère tous les cas, mais je ne passais pas sous silence les coupures dans notre télévision dite nationale Radio-Canada. Alors moi, je pense qu'il faut non pas contester ces coupures-là, mais revendiquer de récupérer tous les budgets qui vont avec, toutes les communications, pour avoir notre propre télévision nationale québécoise. Alors, un Bloc québécois fort, avec un mandat clair, comme nous avons en ce moment, peut faire énormément pour faire avancer la cause indépendantiste. Il y aura un service de recherche, des moyens pour communiquer à l'international et faire avancer l'expertise québécoise dans des dossiers que le fédéral tient de loin, très loin de notre maîtrise d'œuvre. Le Bloc québécois sera un point d'ancrage pour le mouvement indépendantiste. Chaque député du Bloc québécois va contribuer financièrement à une fondation pour l'indépendance. Il va être présent sur le terrain, en tournée, pour être continuellement en appui à la campagne permanente de promotion de l'indépendance. Alors, il ne nous manque pas grand-chose. Les structures sont en place. La société civile a déclenché des actions qui vont toutes dans la même direction.
vers la convergence, vers une campagne permanente de promotion de l'indépendance. Il ne nous manque qu'un petit effort de plus. Il nous manque l'espoir vraiment de gagner. Il nous manque de renouveler avec une dimension essentielle du militantisme, c'est-à-dire le plaisir de lutter pour une cause noble et juste comme celle de la liberté des peuples, de l'indépendance du Québec. Alors, nos portes sont ouvertes et moi, j'ai été élu au Bloc québécois de façon qui a été qualifiée de surprenante. Je n'ai pas été élu parce que je suis un grand tribun. J'ai été élu parce que j'ai une détermination ferme, une direction très claire. Et vous pouvez être assuré que le Bloc québécois va travailler sans relâche pour la défense des intérêts nationaux du Québec, pour la promotion de l'indépendance, jusqu'à l'atteinte, pour le Québec, du statut de pays. Alors, nous allons réussir pour honorer la mémoire de tous les bâtisseurs de pays qui nous ont précédés, qui n'auront pas eu la chance de voir la naissance du pays, mais qui continuent à nous inspirer, comme Jean Garon, comme des phares qui balisent notre route vers l'indépendance. Nous allons réussir parce que notre résilience et notre détermination font de nous une nation entêtée d'avenir. Vive la liberté, vive l'indépendance! Moi, j'aime ça, les gens décomplexés qui parlent avec sincérité et simplicité et qui vont droit au but. Alors, maintenant, vous savez qu'on a la chance d'avoir une période de questions. J'inviterai les gens, je ne sais pas où vous pouvez placer le micro, il est là au milieu de la salle. Si vous avez des questions, vous allez donc au micro. Nous allons vous demander évidemment d'exprimer, de poser vos questions clairement, d'une façon assez brève. On demande de ne pas faire de récit autobiographique, c'est ce qu'on m'a dit. Et on m'a même dit que j'avais des gardes du corps qui étaient prêts à être tortionnaires s'il y en avait qui... voilà. Mais je ne crois pas que ce soit le cas. Hein. Alors, je vais me mettre à la table et on va commencer la période de questions.